Et on en parle avec Jean-Philippe Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc l'invité du Grand Angle. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au grand quotidien sportif français L'Équipe. Vous publiez donc Platoche, c'est l'un des surnoms de Michel Platini. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Gloire et déboire d'un héros français chez Flammarion. C'est votre deuxième livre sur Platini. Vous aviez déjà écrit en 98 Platini, le roman d'un joueur, aussi chez Flammarion. Alors, Platini, on le sait, n'assiste pas à l'Euro 2016. Un euro en France. Platini, ancien patron de l'UEFA, y était pour beaucoup à cet euro en France. Platini, vous le savez, a été suspendu de toute activité liée au football pour 4 ans par le tribunal arbitral du sport. Platini suspendu pour avoir reçu un chèque d'1 800 000 € de Sepp Blatter, l'ancien patron de la FIFA. Alors, Jean-Philippe Leclerc, cette suspension pour 4 ans, on peut dire que c'était un peu le coup de grâce pour Michel Platini? Oui, effectivement, parce qu'il a eu jusque-là une trajectoire, je dirais, assez limpide. C'est un petit-fils d'émigrés italiens du nord de l'Italie, qui est devenu le meilleur joueur de l'AS Nancy-Lorraine, puis le meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne, puis le meilleur joueur européen, peut-être le meilleur joueur mondial. Ensuite, il s'est lancé donc, dans la carrière de dirigeant sportif. Il était à la tête de l'UEFA, donc à la tête de l'Europe. Il avait un boulevard pour devenir président de la FIFA, donc la maison mère. Et en quelques mois, tout s'est effondré. Et effectivement, il n'a même plus le droit d'assister à cet euro qu'il a voulu et pour lequel il s'est beaucoup battu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu Vous citez une phrase, je vais vous citer dans votre livre, enfin c'est Platini qui parle, ça date de 78, il dit, je cite Platini, « Ce qui me navre et ce qui est irritant, c'est que tout tourne autour du fric. Et cela, je l'affirme, n'est pas du tout mon but. » Alors, il parlait, je crois, de son engagement à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Après, il était engagé à la Juventus, mais là, c'était pour l'Inter de Milan. Et donc, il dit, en tout cas, qu'il n'aime pas ce fric dont on parle autour de lui. Est-ce que c'est l'argent qui a perdu Platini? Alors en partie, mais il a un rapport assez curieux à l'argent. C'est-à-dire que c'est pas du tout un flambeur, Michel Platini. Il a une vie assez, je dirais, un peu d'homme de père de famille. C'est pas du tout quelqu'un qui va aller dépenser de l'argent dans les casinos ou dans des voitures de collection. D'ailleurs, quand il était à la Juventus de Turin, Gianni Agnelli lui avait offert une Ferrari et préférait rouler avec la voiture de sa femme. Enfin, quand il était chez les Verts, il y a eu un scandale. Et là, il s'est jamais beaucoup préoccupé. Il recevait de l'argent en liquide et des grosses sommes. Et vous en parlez dans votre livre, des centaines de milliers de francs de l'époque. Et il avait demandé 1 million. Voilà. Il avait demandé à Roger Rocher, président de la Saint-Etienne, 1 million. La même somme qu'il a demandé à Blatter. Et je pense que pour Platini, en fait, l'argent, c'est surtout une sorte d'étalon de son talent et de son ego. C'est-à-dire que lui, il considère qu'il vaut cher. Dans le cas de Blatter, il considère que Blatter lui devait son élection. Donc voilà, il n'avait pas du tout l'intention de se brader. Et il ne s'est jamais préoccupé de savoir d'où venait cet argent? Pas trop, non. Ou même, voire pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il a été rattrapé par un sentiment d'impunité, qu'ont souvent d'ailleurs les grands hommes. On le voit aussi dans le milieu de la politique, où en fait on est un peu dans un entre-soi, où il y a des arrangements comme ça entre amis, et en gros, voilà, on ne sait pas trop d'où vient l'argent, quand est-ce qu'il va être payé, etc. Mais voilà, c'est comme ça et pas autrement. L'argent, et puis aussi le goût du pouvoir. On peut dire que Michel Platini, c'est un homme de pouvoir. Bien sûr. Déjà, on peut dire que la gloire isole, forcément. Le pouvoir isole aussi. Donc, quand on est très célèbre et quand on a beaucoup de pouvoir comme Michel Platini, il y a une tentation un peu de repli sur soi, de grimper dans une tour d'ivoire. Et effectivement, après un début de mandat, un premier mandat à l'UEFA très prometteur, où il avait réalisé beaucoup de ses promesses de campagne, il s'est quand même pas mal isolé. Et puis je pense qu'il y avait ce lien toxique avec Sepp Blatter depuis le début, depuis 1998, et c'est ce qui a fini par le perdre. Est-ce qu'on peut dire que Michel Platini, c'était quelque part un dilettante? C'est quelqu'un qui fait les choses sans avoir l'air d'y toucher, qui croit que tout lui est dû, et que finalement il suffit d'apparaître pour gagner? Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il a été le meilleur joueur de sa génération, il a été une grande star, donc on lui a passé beaucoup de choses, on lui a passé beaucoup de caprices, il s'est jamais beaucoup intéressé justement à tout ce qui est argent, finance. Pour lui, c'était... C'est l'intendance. Voilà, c'est l'intendance. L'intendance et l'intendance suivait toujours. Grâce en particulier à Gianni Infantino, qui est devenu président de la FIFA à sa place, qui l'a trahi qui était son numéro 2 qui était son homme à tout faire, qui était son bras droit, son homme à tout faire, et qui lui disait toujours non, t'inquiète pas, Michel, ça, je m'en occupe, et qui l'a isolé d'ailleurs de ses autres conseillers et de la base de l'UEFA. Et donc Infantino, il est aujourd'hui le patron. C'est lui qui a remplacé Sepp Blatter. C'est lui qui a remplacé Blatter. Et d'ailleurs, ils viennent exactement du même coin de Suisse, comme s'il y avait quelque chose de congénital dans cette partie de la Suisse. Blatter et Infantino, Alors, sur le terrain sportif, il y a quand même eu de très beaux moments, vous en parlez dans la carrière de Platini. Il y a un grand moment, à la fois très beau et très douloureux, c'est la demi-finale perdue contre l'Allemagne en Coupe du Monde en 82.
Lui, il dit que c'est le plus grand match de sa carrière, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'effectivement, il y a eu une dramaturgie ce soir qu'on a rarement retrouvée dans l'histoire du football Alors, français. il faut rappeler pour les jeunes qui nous regardent que c'était 3-1 pour la France, que les Allemands sont revenus à 3-3 dans les prolongations, et que finalement la France est éliminée au tir au but. Et puis il y avait eu la fameuse agression de Schumacher sur Patrick Battiston, donc le joueur français. Donc les joueurs ont cru à l'époque que Schumacher, qui n'a rien à voir avec le coureur de Formule 1, c'est le même nom. Donc ils ont cru que Battiston était mort, donc vraiment ils l'ont cru. Donc il y a eu une sorte de révolte de la part des Français. Ils ont mené 3-1, ce qui était absolument incroyable contre les Allemands, et puis ils se sont fait rattraper. Ils ont perdu au pénalty, et c'était une catastrophe nationale. Et alors, un souvenir heureux, par contre, c'est 2 ans plus tard, c'est la victoire à l'Euro, déjà, l'Euro 84. Oui, effectivement, c'est la première grande victoire d'une équipe nationale française, et la première fois, peut-être qu'une équipe nationale est favorite et gère aussi bien un Euro, et en particulier Platini, puisqu'il avait marqué 9 buts. Il est toujours meilleur buteur de l'épreuve. Il avait fait un festival incroyable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Dimitri Payet, qui a déjà marqué 2 buts, mais à ce stade de la compétition, Platini en avait déjà marqué 4. Donc il allait marquer encore 3 lors du 3e match. Donc c'était vraiment l'Euro de Platini. Puis après cet Euro, il a fait une belle carrière à la Juve, il faut le dire, en Italie. Encore aujourd'hui, les Italiens, nous on l'appelait Platoche, et les Italiens l'appelaient le roi en français. Il était italien en Italie. Oui, d'ailleurs, il est d'origine italienne. Il a redécouvert ses origines italiennes à Turin. Et il était très proche de Gianni Agnelli, qu'il considérait presque comme son fils. Donc il a encore aujourd'hui... Qui était le patron de Fiat à l'époque. Qui était le patron de Fiat, et qui était, on disait que c'était le roi d'Italie. Le vrai roi, c'était Gianni. Alors, par contre, il n'aura jamais gagné la Coupe du Monde. Non, en tout cas en tant que joueur. Il a échoué par 2 fois en demi-finale, donc la fameuse demi-finale de Séville, et 4 ans plus tard, à nouveau contre l'Allemagne au Mexique. C'est vrai que c'est un petit manque dans sa carrière, mais il faut remettre les choses en perspective. C'est vrai que l'équipe de France avant Platini, c'était pas grand-chose. Donc il y a quand même eu ce mérite de sa part et de la part de sa génération. Une première Coupe du Monde en Argentine en 78, où ils échouent au premier tour. Et puis 82, 86, les demi-finales, c'était quand même pas si mal, je dirais. Pour vous, Jean-Philippe Leclerc, vous l'avez déjà plus ou moins laissé entendre, Platini, c'est l'un des plus grands, si pas le plus grand joueur de l'histoire du football. Alors, je pense que c'est très générationnel. C'est-à-dire que mon fils de 16 ans a tendance à penser que c'est Zidane, et mon père pensait que c'était plutôt Coppa. Moi, je suis de la génération Coppa, Platini. Voilà. Moi, je suis né en 66, donc voilà. En plus de ça, étant stéphanois, je l'ai vu jouer, je dirais pour de vrai, à Geoffroy Guichard. Donc effectivement, mais c'est plus du domaine de la Madeleine de Proust que d'une véritable étude footballistique rigoureuse entre les passes de l'un ou les tirs de l'autre. Et alors là, vous ne parlez que des joueurs français, parce qu'il y a Maradona, il y a Pelé, il y a Messi aussi. Oui, bien sûr. Alors là, c'est encore plus compliqué, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, Platini était le meilleur joueur du monde, parce qu'on était vraiment qu'au début du règne de Maradona. Après, c'est Maradona qui a pris le relais assez rapidement, mais à un moment, Platini était vraiment le meilleur joueur du monde. Et Platini restera célèbre dans l'histoire du football par ses tirs de coups francs. C'est un spécialiste du coup franc arrêté. Oui. Il y a une anecdote, vous expliquez d'où ça vient en fait dans sa jeunesse. C'est une histoire en fait, au départ, c'était des paris de gamins avec les autres membres du centre de formation de Nancy. Ils pariaient des diabolomantes ou des diabolos fraises, et le président de Nancy, ayant vu ça de sa fenêtre, avait eu l'idée de créer les fameux mannequins en mousse, donc avec un pied coulé dans le béton, et donc Platini s'entraînait inlassablement à tirer les coups francs. Il est devenu un spécialiste, un des plus grands spécialistes de l'histoire grâce à ses paris entre copains. Alors on passe rapidement, il a pris sa retraite sportive très jeune, à 31-32 ans, il allait avoir 32 ans, il s'est lancé dans les affaires, toujours en dilettante, ça n'a pas très bien marché, puis il a fait un peu de télévision comme consultant, et puis en fait il s'est dit ma carrière c'est le football. Il est revenu d'abord à la FIFA comme conseiller spécial de Blatter. Quels ont été les rapports entre les deux? Est-ce que Blatter considérait Platini comme un concurrent ou comme son héritier? Plus comme un concurrent que comme un héritier. Je pense que c'est le grand malentendu qu'il y a eu entre les deux assez vite. C'est-à-dire que Platini, jusqu'au bout, a cru qu'un jour, Blatter allait lui dire « Écoute, j'ai fait mon temps, je te passe le trône, je te passe la couronne, c'est ton tour. » Or, Blatter n'avait qu'une ambition et qu'un rêve, c'était de mourir sur scène comme Molière. Donc, pour lui, il était hors de question de lâcher quoi que ce soit. Et Platini a mis du temps à le comprendre. Ce qui fait que ce qu'on peut reprocher à Platini, c'est qu'il a été un rival de Blatter, mais
il n'a jamais été un opposant, en tout cas sur le domaine des idées. C'est-à-dire qu'au sein de la FIFA, il a toujours, il a tout vu, mais il n'a rien dit. On peut dire d'une certaine manière qu'il a couvert Blatter. En grande partie, parce qu'il avait toujours l'espoir qu'un jour Blatter lui céderait le pouvoir et que là, il pourrait sûrement engager des réformes. Mais effectivement, il a été, à l'arrivée, victime et complice de cette relation toxique avec Blatter. On peut dire que les ennuis actuels de Platini ont commencé le jour où il a reconnu qu'il avait voté pour le Qatar, qui a obtenu la Coupe du Monde en 2022. Moi, je dirais que ces ennuis ont commencé le jour où il a passé un pacte avec Blatter, c'est-à-dire dès 98. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où il a été élu président de l'UEFA, là, il aurait dû devenir un opposant. C'est vrai que l'histoire du Qatar, de son vote pour le Qatar, ça a libéré pas mal de paroles. Maintenant, faire un lien direct entre sa chute et ce vote pour le Qatar, je serais plus mesuré. Un dernier mot, Jean-Philippe Leclerc, vous le voyez revenir un jour dans le monde du football, Platini ? Écoutez, il va avoir 61 ans mardi. C'est quelqu'un avec quand même beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Donc l'enterrer aujourd'hui et dire qu'il est condamné à vie à jouer uniquement au golf et à remplir des grilles de sudoku, ça serait un peu dur, ça serait un peu sévère. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Maintenant, pour lui, c'est très compliqué parce que pendant 4 ans, il a toujours vécu dans le football, c'est sa vie. Et effectivement, aujourd'hui, il est privé de foot et il aura du mal à se réinventer. Mais je pense qu'il y arrivera quand même. Pour tous les amoureux de Michel Platini, puis les autres qui veulent connaître ce morceau de l'histoire du football français, Gloire et déboire d'un héros français aux éditions Flammarion. Merci Jean-Philippe Leclerc. Merci à vous.